Bonjour à tous. Voilà, nous voilà réunis pour une petite conférence. On a eu hier déjà une petite conférence avec Christine Rollard qui nous a parlé des araignées. Et aujourd'hui, on va accueillir donc Francis Tabouret. Francis s'est occupé d'animaux, notamment pour des spectacles équestres. Il a travaillé avec de nombreuses compagnies. Ensuite, il a été aussi convoyeur d'animaux, c'est-à-dire il les fait voyager par bateau, par avion, d'où le titre de la petite conférence, Voler avec les chevaux. Et donc, il est là, il va vous raconter comment ça se passe justement quand on doit transporter des animaux en avion ou en bateau. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est paru aux éditions POL sur ses expériences, qui s'appelle La Traversée, qui est un très beau livre que vous pourrez trouver en librairie là-haut après, si vous voulez. Et je pense que Francis se fera un plaisir de vous le dédicacer. Alors, pour les enfants qui assisteraient pour la première fois à une petite conférence, voilà comment ça va se passer. On va écouter Francis. Peut-être aussi, si vous pose des questions, vous pourrez lui répondre. Mais surtout, donc, on va d'abord écouter ce qu'il a à nous dire. Et puis ensuite, il y aura un débat et les enfants auront priorité pour les questions. Et quand ils n'auront plus de questions, les adultes auront le droit de poser les leurs. Et comme toutes les petites conférences sont enregistrées, parce que la plupart sont publiées dans une collection que je dirige chez Bayard, donc pour poser sa question, il faudra lever le doigt et demander le micro et bien poser sa question dans le micro pour qu'elle soit enregistrée, parce qu'ensuite, elle sera dans le livre s'il est publié. Voilà, donc n'oubliez pas de couper les téléphones portables. Et puis, je vous laisse donc en compagnie de Francis, puis je vous retrouve au moment du débat. Bonjour. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, comme a dit Gilberte, les enfants, vous avez priorité. Même pendant que je parle, si vous voulez m'interrompre pour me poser une question, c'est tout à fait possible. Les autres, je vous demanderai d'attendre la fin, s'il vous plaît. Voilà. La limite est à 17 ans, quelque chose comme ça. Pour vous dire, j'ai hésité un tout petit peu au départ quand Gilberte Say et je la remercie, m'a proposé de parler devant vous. Parce que moi, je ne suis pas conférencier, je ne suis pas professeur. La seule chose que j'ai enseignée, j'étais moniteur d'équitation. Et voilà, je pourrais vous donner un cours de poney, mais on n'a pas ce qu'il faut ici. Et donc voilà, comme elle a expliqué, je travaille depuis une vingtaine d'années avec des chevaux dans différents métiers. Et par ailleurs, petit à petit, en lien avec cette activité, je suis devenu écrivain. Et d'habitude, quand on écrit, on lit, on publie des textes dans des livres sous la couverture, éventuellement on les lit, mais on ne parle pas trop comme ça. Donc ce que je me suis proposé, c'est de jouer le jeu quand même, de parler de ce métier de convoyeur d'animaux et d'entrecouper ça de lecture de différents textes, soit qui ont été publiés, qui vont être publiés ou qui seront peut-être jamais publiés. On verra bien. Donc le métier de convoyeur d'animaux, il faut déjà que j'explique ce que c'est. C'est un peu comme le service fait pour les chevaux, je m'occupe de chevaux. Le service jeunes voyageurs à la SNCF, je ne sais pas si ça existe en Suisse au CFF, c'est-à-dire que les enfants, quand ils voyagent sans leurs parents, il y a quelqu'un qui vient avec eux pour s'occuper d'eux. Les chevaux, c'est à peu près la même chose, ils ne voyagent pas tout seuls. Quand ça se passe en avion, c'est dans des avions de marchandises. Et donc, il n'y a pas de passagers. C'est à l'équivalent de l'étage passager, ils sont là et on s'occupe d'eux pour les charger, les décharger. On peut aller les voir pendant le vol, leur donner à boire, à manger, passer un peu de temps avec eux. Alors, je suis toujours un petit peu gêné parce que quelquefois, par exemple, le fait que je sois ici, ça peut sembler un peu exceptionnel, des chevaux dans le ciel, etc. Mais en attendant, il y en a tous les jours. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous voyez un avion dans le ciel, dites-vous qu'il y a des chevaux dedans. C'est fort probable. Et peut-être que de se dire qu'il y a des chevaux dans le ciel, ça permet de se dire aussi il y a des humains dans le ciel. Il y a des femmes, des hommes, des bébés. Et c'est quand même tout à fait étrange. Et que le fait qu'il y ait des chevaux dans le ciel, peut-être ça nous permet de
de regarder les choses un peu plus attentivement pour ce qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on fait là-haut ? Aussi, parce que là, ce métier de convoyeur, il faut un peu le déconstruire. En gros, c'est un métier de palefrenier de soigneur, c'est-à-dire qu'on s'occupe de chevaux comme on s'occuperait de la même façon de ces mêmes chevaux dans une écurie. Simplement, c'est le contexte qui change. Mais le métier et les gestes sont exactement les mêmes. Il y a des gens qui font ça tous les jours, toute l'année, pour qui c'est vraiment leur quotidien. Et de la même façon, dans les livres, il y a souvent un petit peu des poncifs sur les chevaux. Les chevaux sont... Je vais vous lire un court texte plutôt que de le paraphraser, ça sera mieux. Pourquoi faudrait-il que les chevaux soient toujours dans les livres, sur les écrans, sur les affiches, dans les journaux, qu'ils soient toujours crinière au vent, naseaux frémissants et croupes luisantes, qu'ils ne cessent de galoper, galopant encore et encore. Sitôt immobile, ils semblent avoir disparu du paysage, plus un cheval à l'horizon. Nos yeux ne semblent être que pour leur mouvement. Il y a certes la fascination pour la fougue, pour les 3 allures des chevaux, et j'ai le même envoûtement, mais n'y aurait-il rien à dire sur leur immobilité ? Le long des autoroutes, dans les prés, au coin des stabulations, il suffit de regarder, c'est un fait, les chevaux ne galopent pas. S'ils bougent, c'est dans un très léger craquement d'os, pour soulager un postérieur et prendre appui sur l'autre. Le pied qui portait le poids s'offre le repos de la pince. Et si le cheval secoue parfois sa crinière, n'est-ce pas plutôt pour chasser les mouches, qui aussitôt reviennent fourmiller autour de ses yeux et de ses naseaux qui, s'ils frémissent, ne traduisent qu'un léger agacement, alors qu'il faudrait être statue pour que les mouches s'endorment à leur tour. Calmes et qui vivent, peut-être que ce qui nous aimante est dans leur œil, ils voient si large, devant eux et sur les côtés, dans son éveil. J'ai préparé plein de choses. Je vais décider un petit peu au fur et à mesure ce dont je vais vous parler. Le livre que j'ai publié, c'est le récit d'un transport de chevaux, de taureaux et de moutons à travers l'Atlantique. Donc là, c'est un transport long. Ça a duré 13 jours. C'était de métropole de France jusqu'aux Antilles. Avant d'écrire ça, j'avais écrit que des textes courts en revue. J'avais écrit 1 ou 2 petits textes sur le transport de chevaux en avion, mais c'est quelque chose dans le rapport aux animaux, parce qu'on est là pour parler de ça, qui est très bref. C'est-à-dire, voilà, on les charge, on va leur donner 2-3 fois à manger, plutôt on leur met un filet à foin pour qu'ils mastiquent tout le temps, et le fait de mastiquer, ça favorise, comme un chewing-gum, mais c'est meilleur le foin, la décontraction, le transit, qui peut être perturbé par l'immobilité. Le principal risque en avion, c'est la déshydratation, comme nous, l'air sec, donc il faut leur donner à boire beaucoup plus souvent que sur un transport routier, par exemple. À côté de ça, c'est presque un... Voilà, on va les voir 3 fois dans le vol, il n'y a peut-être pas tant de choses à raconter que ça sur le rapport aux animaux pendant un transport en avion. Par contre, le transport en bateau, là j'étais seul soigneur, je crois que c'est le mot que je préfère, pour m'occuper d'eux pendant 13 jours, donc là il y a une vraie relation, il y a quelque chose à établir, qui est de l'ordre de... En fait, le cheval, tout aussi domestiqué qu'il soit, il garde l'instinct de la proie, de ce qu'il a été. C'est-à-dire que devant le danger, il s'enfuit. Et dans un transport en camion, en avion, en bateau, la fuite est impossible. Et ce qu'il faut, c'est créer un univers qui soit le plus rapidement, le plus familier, pour créer une routine. Ce n'est pas un aventurier, le cheval. On va dire, c'est plutôt... la routine, ça lui va très bien, en fait. Et donc tout le travail, on va dire, du convoyeur, c'est de créer une routine, c'est-à-dire d'arriver toujours du même côté, de s'annoncer, de commencer par faire la même chose, c'est-à-dire donner de l'eau, ensuite le foin, ne pas donner de pain ou de pommes, rien qui puisse créer l'excitation, pour quelque part ils sachent ce qui va leur arriver dans la journée et que le transport se passe bien. Dans l'avion, ça se passe si vite que quelque part on fait ça en miniature, c'est-à-dire avant d'arriver vers les chevaux dans la soute, parce que cet avion, il n'y a pas forcément que des chevaux, ils voyagent dans des caisses qui sont un peu comme des vents là, qu'on voyait derrière une voiture sur la route, c'est un peu plus large, on met 3 chevaux avec des parois amovibles et on charge ça dans l'avion. Après, c'est du fret, il y a toutes sortes de choses, d'ailleurs c'est assez intéressant, comme Fenêtre sur le monde, qu'est-ce qui est transporté en avion, à la fois sur on va dire, la poésie du monde et son absurdité. Et moi j'ai passé beaucoup de temps
pendant ces vols qui sont assez longs, des fois à fouiller un peu les cartons, à voir ce qu'il pouvait y avoir. Et donc voilà, quand les chevaux sont mettons au fond de l'avion, on s'annonce un petit peu en sifflotant pour qu'il va arriver. Des fois, on se retrouve avec des chevaux, on ne les connaît pas les chevaux qui vont voyager avec nous. Ils arrivent à l'aéroport dans un camion, on les rencontre à ce moment-là. Il y a des chevaux qui ne sont jamais sortis de leur pré. Il y en a qui ont l'habitude de voyager. Il y a des poulains, des étalons, toutes sortes de choses. Et voilà, il faut toujours s'annoncer. Quelquefois, mettons avec des jeunes poulains, ils vont boire que la 4e fois pour leur proposer de l'eau alors qu'ils ont soif. Mais il faut ces 4 fois pour qu'ils apprivoisent le seau, petit à petit. Et moi, je dirais que tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils puissent apprivoiser l'espace qu'on leur propose, qui n'est pas du tout un espace au départ prévu pour eux. Allez. Des chevaux dans des avions, des chaleurs contenues. Il y a les caisses dans lesquelles ils voyagent. Ils vont par 3, compagnons de vol, dans le sens de la marche. Toutes les 2 ou 3 heures, je descends l'échelle qui mène à l'étage où sont les chevaux. Il y a de tout petites fenêtres, une à l'avant de l'avion, une à l'arrière, à côté des portes qui donnent sur le grand vide. Et parfois, le bouquet des torchères d'un champ de pétrole transperce la nuit au sol. Le jour, ce sont de petites bulles de paysage, 10 000 mètres plus bas. Je me glisse le long des parois du cylindre en vol et je m'annonce en sifflant. Je vois les oreilles qui se relèvent, se pointent et m'accueillent. Je remplis les filets à foin, pose une main sur une encolure. J'observe les yeux. Je pose la main sur un front. Je propose à boire, je regarde les peaux. Si tout est calme et que les heures derrière nous sont déjà longues, il m'arrive de leur offrir le repos d'une obscurité. Je plonge l'avion dans le noir. À chaque fois que je descends, j'en informe le commandant de bord ou le copilote, et parfois il somnole devant la vitre ouverte sur la nuit. Dans la soute, en cas de dépressurisation, je me déplace avec une bouteille d'oxygène sur le dos. Elle me donne une contenance. Il faut aussi que je vous dise que ce métier, je ne le pratique plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais au départ presque un peu gêné de venir en parler. J'ai arrêté il y a 2 ans, notamment du fait d'avoir écrit dessus. C'est comme si j'avais bouclé un petit peu cette expérience que j'ai fait pendant 6-7 ans. Et comme je dis, pendant longtemps, moi j'ai pensé que ce qui m'intéressait dans ce métier-là, c'était presque tous les à côté, c'est-à-dire de découvrir l'univers de la marine marchande, de l'aviation de marchandises, d'être dans le cockpit avec les pilotes, d'être sur les tarmacs avec les gens qui travaillent, d'être déplacé par l'aléatoire des destinations, c'est-à-dire qu'on vous envoie un message. Bonjour Francis, que tu es disponible mardi prochain pour aller à Hong Kong? Oui, rendez-vous 3h du matin, aéroport d'Amsterdam, zone cargo, porte 26. Et de Hong Kong, il y aurait des chevaux rechargés à Toronto. Tu serais d'accord? Et voilà, le monde entier intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé être déplacé comme ça. Et je pouvais, des fois, je restais une journée, des fois 2 jours, de picorer un peu le monde comme ça. Donc pendant longtemps, je disais que le rapport aux animaux dans ce métier-là, il était vraiment très annexe par rapport à ce que j'ai pu faire avant, dans le spectacle équestre ou en tant que moniteur d'équitation. Et au moment où j'ai arrêté, ça m'est quand même apparu que d'avoir chargé des centaines, peut-être un millier de chevaux, en fait, au fil des années, que ça avait quand même continué à développer quelque chose de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire quand on charge un cheval dans un camion, dans un avion, c'est un peu la même chose, dans un bateau. En plus, vous êtes payé pour qu'il monte. Hein. Je veux dire, si je téléphone, si je n'ai pas réussi à le faire monter dedans, je suis viré. Donc, ça se passe bien. D'ailleurs, moi, je préfère ne rien savoir de l'histoire du cheval, ne pas avoir d'idées préconçues. Souvent, les gens vont vous dire, ce cheval-là, il faut faire attention. En fait, c'est beaucoup plus précieux de voir ce qui se passe dans l'instant. Et je pense que d'avoir chargé ces centaines ou ces milliers de chevaux, ça a développé ce ressenti. Qu'est-ce qui se passe de suite? On a quelques secondes pour savoir, la porte du camion s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Dans quel état il est? Est-ce que c'est un cheval maladroit? Ça arrive. Qui trébuche? Est-ce que c'est un cheval qui est inquiet et qui est resté un peu bébé? C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui vous sautent dans les bras quand ils ont peur. Mais c'est assez dangereux, en fait. C'est-à-dire que et même un poulain, je veux dire, ça arrive plus sur les poulains, mais c'est quand même assez conséquent. Voilà, c'est une jument suitée, un étalon. Est-ce qu'il est un peu chaud, comme on dit, ou pas? C'est un cheval qui a peur. Et donc de savoir comment être. Est-ce que il faut poser une main sur le front, envoyer un peu d'énergie, de chaleur, et attendre qu'il baisse la tête, qu'il mâchouille, et OK, on est ensemble, maintenant tu vas me suivre, et ça se fait. Ou des fois,
entre guillemets, je n'aurais pas le bon mot, mais azimuté, c'est-à-dire qu'il est complètement ailleurs, du fait de tant de stimulation, d'étrangeté, et il se met en danger, il nous met en danger. Des fois, il faut pousser un cri, « Hé, reviens !» On est là. Et ça joue dans les quelques secondes. Et dans les bons aéroports, entre guillemets, il y a des zones dédiées au chargement des animaux, avec des sols antidérapants, dans des hangars fermés, mais vous pouvez vous retrouver dans certains petits aéroports, de côté du monde, à charger sous l'aile de l'avion avec la piste de décollage à côté. Donc voilà, il faut vraiment le concentrer et dire « t'es avec moi ». Et voilà, je crois quand même que ça a contribué à développer ça, et j'en suis assez heureux. Et on est sur la communication non verbale. Dire, voilà, qu'est-ce qui se dégage du corps, de l'œil, de tout ce temps-là. Qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant? Excusez-moi, Alors, dans les doutes que j'avais aussi à me prêter à cet exercice, vu que là j'ai publié un livre, je dis voilà, il y a un livre, c'est dans le livre, quoi. Voilà, il y a le début, il y a la fin, c'est là-dedans, quoi. Et c'est un peu une discussion qu'on avait. Il y a certaines des personnes qui étaient invitées sur aller voir un spectacle hier avec des animaux, et une personne me disait j'aurais aimé voir les coulisses. Et j'ai aussi travaillé dans le spectacle, et souvent les gens veulent voir les coulisses. Et est-ce que ça se raconte, les coulisses? Il y a toujours des yeux qui cherchent à aller y voir, comme si se nichaient derrière le rideau, dans les loges, dans les roulottes, dans les cigarettes fumées avant de rentrer en scène, quelques secrets ou la source de toute chose. Je ne crois pas que cela se raconte, qu'il faille déplacer les caméras ou alors le faire avec beaucoup de timidité. Le spectacle est une convention. Il y a un début, il y a une fin, il y a une scène, un plateau, une piste. On décide d'y croire, et au cirque peut-être plus qu'ailleurs. Et le livre, quelle est sa convention, sa vérité? Il est certes sous une couverture, mais il fuit de tous côtés sitôt qu'on en parle. Le roman est peut-être la forme la plus étanche. Il se rapproche du spectacle. Mais ce que je fais, ça, de quoi s'agit-il? Où est sa forme? Je pose mon pied sur le fil, je fais le premier pas, je ne sais pas où il me mène. Fil de justesse, abîme de la chute. Le roman, c'est le clown avec son costume. Parfois, je me sens clown nu. Je peux aussi parler d'une autre chose qui m'a plu dans ce métier. Je ne sais pas si vous voudrez tous le pratiquer ensuite. Il y a un livre connu qui s'appelle « Une chambre à soi ». Moi, c'était un peu un cockpit à moi. C'est-à-dire que c'est un endroit où je me suis senti très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres passagers. C'était un temps un peu coupé du monde et qui, quelque part, va assez bien avec le travail d'écriture. Vous avez les pilotes, comme dans un avion normal, hein. Juste derrière, vous avez les toilettes, la cuisine, et après, il y a 2 ou 4 sièges sur les modèles d'avion, et ensuite, il y a une porte, et il y a la marchandise, et les chevaux à l'arrière. Et on est souvent sur du long courrier, on ne prend pas l'avion pour venir en Suisse, hein, depuis la France, on y vient en camion. Hein. Donc on est souvent sur des très longs vols, et parfois, on fait du cabotage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne directe pour aller en Colombie. Donc par exemple, pour aller en Colombie, on met 33 heures. On change 4 fois d'équipage, et on fait 4 escales. Je rappelle, c'était un Luxembourg, Sao Paulo, Curitiba, la Tacacunga en Équateur, et ensuite finalement Bogota. Donc là, c'est plus de 30 heures dans le ciel, et quelque part, c'est un endroit assez précieux pour réfléchir, pour écrire. Et le fait qu'il y ait les animaux derrière, ça équilibre ça. C'est-à-dire que, en y pensant, ça m'a fait repenser à une phrase de Giono dans Le roi sans divertissement. Je crois qu'à un moment, le personnage est un peu inquiet, un peu perdu, je ne me rappelle plus tout à fait. Et il dit « Ce qui est bon, c'est la chaleur des bêtes, c'est l'odeur des bêtes, c'est le bruit et les mâchoires qui mâchent le foin. Ce sont ces grands ventres chauds. » Et c'est un petit peu ça, ce côté à écrire, et tout d'un coup aller à l'arrière, passer du temps avec les chevaux, avec tout ce qu'il y a de vivant à cet endroit-là, ce monde métallique. Et je pense, ce que je disais un petit peu au début, que ça aide à voir le monde, de voyager avec des animaux. C'est un très bon compagnonnage.
Ce que je disais tout à l'heure, il y a des avions dans le ciel, et il y a des gens dedans. Et le fait qu'il y ait des chevaux, ça aide à le voir. Je vais vous lire un tout petit passage, par contre là, pas d'un transport en avion, mais en bateau. J'ai fait 2 traversées en fait. Celle que j'ai publiée, c'est la 2e traversée. Parce qu'en fait, j'étais convoyeur de chevaux par avion, et un jour on me dit, voilà, pour les Antilles, il n'y a plus d'avions de marchandises. Parce que on était avant le Covid, il y a de telles rotations de touristes qui vont aux Antilles, et sous les passagers, vous avez un petit peu de capacité pour mettre du fret, qu'il n'y a plus besoin d'avions de marchandises. Et sous les passagers, pour mettre du fret, ça va mettre 60 maximum, donc un cheval, ça ne rentre pas. Et donc les chevaux reprennent la mer, comme ils l'ont fait pendant des siècles, depuis les années 2005, quelque chose comme ça. Et sitôt qu'on m'a dit ça, moi ça m'a fait rêver, je dis non mais moi ça m'intéresse. Depuis que je suis gamin, je vois les cartes du monde, il y a ce grand continent bleu, en avion on va si vite, la géographie n'existe plus, prenons le bateau. Et en plus d'y aller en travaillant, pour moi c'est une très belle façon de voyager, peut-être pour moi c'est intime, la plus intéressante, parce que quelque part la question de qu'est-ce que je fais là, j'en suis débarrassé. Je suis payé pour, je m'occupe de chevaux. Donc tout d'un coup, cette question n'étant plus là, je suis très disponible pour voir ce qui se passe et observer, prendre des notes. Voilà. Et le travail d'écurie, mais un peu comme la vaisselle ou le vélo, je dirais, est assez intéressant parce qu'il laisse de la place pour composer des phrases. Et puis vu que c'est un peu répétitif, ça prend du temps, on peut mâcher, remâcher une phrase, et au bout d'un moment, elle tient bien, elle penche plus, et on peut la noter sur son cahier. Et c'est assez compatible, je dirais, pour ça. Donc ça pour dire, là, je suis monté sur un bateau la première fois, et l'expérience en me disant, là, je pourrais écrire quelque chose d'un peu long, d'un peu plus conséquent que d'habitude. Et la première expérience que j'ai faite de la traversée de l'Atlantique a été tellement forte, pas le rapport aux animaux du tout, parce que voilà, je travaille depuis 15 ans avec des animaux, ça pour le coup c'est de l'ordre du quotidien, mais celle du large. Et quelque part, il y avait quelque chose qui était de l'ordre un peu de la sidération, et je n'avais pas pris beaucoup de notes. J'ai vécu quelque chose de fort, mais qui était un peu muet. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, non, mais quand même, il y a quelque chose, retourne-y, et sois un peu plus sérieux, prends des notes. Je ne suis pas sûr que j'avais plus d'idées avant d'embarquer sur ce bateau que d'aller y voir et de noter ce que j'y verrais. Je n'avais pas de plan plus précis. Je me suis embarqué sur le bateau en même temps que je m'embarquais dans ce projet d'écriture. La dimension physique du travail, du voyage, est aussi pour moi une implication du corps dans l'écriture. Je ne suis pas parti pour raconter une aventure. Je ne suis pas très friand des récits d'aventure. Partir avec autant de bêtes, pour un temps relativement long, seul, m'était certes à titre personnel peut-être une aventure, mais pour ce qui est de l'écriture, c'est, je crois, le quotidien que j'aspirais à gratter dans cet isolement et que j'ai rencontré au fil de la traversée. Il y a aussi que ce temps long de la traversée me semblait une très bonne occasion pour parler de ce métier, qui est le mien actuellement et dont la rapidité habituelle me laisse parfois des regrets. Et donc là, je suis monté sur le bateau en me disant, je vais voir ce qui se passe autour de moi et en moi. Et donc je suis revenu avec beaucoup plus de notes que la première fois, j'ai pu en faire un livre. Et donc je vais un petit peu en lien avec ce que je vous racontais, parce que cet état d'un peu d'hébétude du large et de la solitude est quand même assez fort, mais j'ai pu en faire quelque chose, je pense. Je vais vous lire un extrait du mercredi 1er octobre, il y a quelques années. Ça fait 5 jours que nous sommes partis du port, donc 5e jour de large. Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de lignes de haute mer? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de mots? 8 jours que l'on va avec de l'eau autour. Y a-t-il si peu à dire, ou est-ce qu'on ne devient pas marin en 15 jours? C'est un voyage à demi aveugle. Je ne sais pas voir. La menace, c'est l'état de sidération. Sidéré d'eau, de conteneurs, de solitude. Noyé d'eau, de conteneurs, de bruit. La machine, le vent, les conteneurs réfrigérés, la ventilation des cales, jamais ne serait-ce qu'une seconde de silence à bord. De couloirs vides, de cabines impersonnelles, de marins qui ne se connaissent même pas entre eux, des tremblements du bateau. Alors le tropisme, c'est les bêtes. Tropisme du soigneur et tropisme animal. Aller, encore, voir les bêtes, vérifier que tout va bien, parce qu'elles sont seules au milieu de l'eau, au fond de la montagne de fer, qu'elles ont peut-être renversé leur seau et qu'il commence à faire chaud. Les taureaux m'inquiètent, ils ne mangent pas assez.
qu'il y a peut-être une blessure et qu'on est si loin de la terre, qu'on n'est pas chez soi. On est au milieu de l'Atlantique avec 8 chevaux, autant de taureaux et 15 moutons. Voilà ce qu'on vous a confié, des vies sur l'eau. Allez voir les bêtes contre la sidération, parce qu'elles mangent, parce qu'il y a les langues qui vont chercher le foin, les joues pleines des moutons, des taureaux allongés, qui mâchent et remâchent encore. Parce que l'odeur du foin, parce que l'odeur du copeau, parce que je pourrais repasser un coup de balai, parce qu'il faut regarder le poil qui dit tout d'elle, parce qu'il y a les crinières que je démêle, les queues que je démêle, les plaies à soigner, parce que dans les plis il y a du sang. Parce qu'il y a leurs yeux qui vous font confiance, mais qui parfois quand même semblent se demander si leur vie est là maintenant, sous la grue, dans cette tranchée de fer, horizon 2,50 m et notre conteneur, depuis combien de jours déjà? Je crois que j'ai plus regardé les bêtes que la mer. Ensuite, peut-être pour terminer, avant que vous puissiez poser des questions, je me suis dit aussi, voilà, j'ai cette sollicitation de venir parler de ce métier que je ne pratique plus en plus. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de me poser la question, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et ça rejoint un peu une question qu'on m'a posée dans une autre rencontre. On m'a dit, mais que vous a apporté le contact des animaux? Et voilà, je crois que gamin, moi j'habitais dans un village et j'ai passé beaucoup de temps à aller voir les chevaux. Je prenais mon vélo, je me mettais au bord des prés et je regardais leur jeu, leur ennui, leur sommeil, leur sociabilité, c'est un mot d'adulte, mais ce qui se passait entre eux. Et je crois que ce plaisir, je l'ai toujours. Et ça m'est revenu il y a quelques années. Voilà, donc j'étais aussi moniteur d'équitation il y a une quinzaine d'années. Et il y a 2-3 ans, des amis m'ont dit que tu ne pourrais pas nous redonner un cours, ce que je n'avais pas du tout fait depuis une dizaine d'années. Et du moment où je suis rentré au milieu de la carrière c'est l'espace de sable où les chevaux évoluent. Je suis rentré à pied là-dedans et j'ai eu un sourire est venu sur mon visage immédiatement. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais tant aimé dans le métier de moniteur d'équitation, et ça va un petit peu le métier de convoyeur, c'était de regarder des chevaux et d'avoir des chevaux autour de moi. C'est-à-dire qu'un moniteur d'équitation, il est à pied, il voit des chevaux qui marchent, qui trottent, qui galopent autour, et que le plaisir d'observer cette locomotion, ces états, leur évolution de jour après les jours, c'est peut-être ça qui m'avait le plus nourri. Et je pense qu'en plus, voilà, il y a un lien entre le soin des animaux et peut-être l'écriture. En tout cas, soigner, entre guillemets, soigner, c'est pas forcément quand on est malade, hein, c'est prendre soin. Des animaux, c'est d'abord les regarder. Quand j'ai travaillé dans une grosse troupe de spectacle équestre, il y avait une cinquantaine de chevaux dont j'avais la responsabilité. Tous les matins, je passais beaucoup de temps à les regarder, et souvent je me disais, voilà, à 9h30, j'ai fini ma journée. Alors que les journées étaient quand même conséquentes. Hein. Mais quelque part, j'avais fini ma journée. C'est-à-dire que si on les a bien regardés, ça va. Alors, il y a quand même des choses plus techniques, c'est-à-dire qu'on va écouter, il y a un cheval marche sur du bitume, il y a un fer qui cloche un peu, il va falloir remettre un clou. Ou voilà, il y a un œil un peu terne, il faut aller vérifier quelque chose. Il y a un poil qui, on va peut-être remettre un petit peu de petit complément alimentaire, mais bon, si on l'a bien regardé, ça va. Et je crois que c'est un peu la même chose. Si on regarde bien une plante, elle pousse. Si on regarde un enfant, il grandit. C'est un peu la même chose. Et donc je crois là que ce contact des animaux, ça m'a apporté aussi une présence à moi-même. C'est-à-dire de regarder les autres, tout d'un coup, j'ai pu me regarder aussi. Et que dans le travail d'écriture, c'est difficile d'en parler sans faire des choses un peu grandiloquentes, hein, mais c'est regarder pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai jamais écrit de fiction. Je ne sais pas si j'en écrirai. Hein. Même si la frontière est très floue, on met un conditionnel, on a déjà basculé. Hein. Mais pour moi, et ça c'est pour Francis, hein, pas du tout pour les écrivains en général, il y a plus d'enjeux à essayer de décrire le réel, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et donc de ce temps, passer à regarder les animaux, regarder, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette salle, et de le regarder vraiment, et ensuite de chercher à le décrire, d'essayer de trouver les mots pour le faire, c'est un petit peu du même ordre. Voilà, donc que se passe-t-il vraiment? Merci. Je vous propose de passer à des questions. J'avais aussi des textes sur les pans et les vers de terre, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Bien, s'il y a des questions, vous demandez le micro, on va vous le passer.
que les enfants ont des questions déjà? Non? Ah, voilà, oui. Vous avez dit que vous avez arrêté il y a 2 ans, c'est juste? Alors en fait, toute cette expérience assez ressentie, vous en avez fait quoi depuis 2 ans? À part, je veux dire, vous avez écrit, mais dans la vie de tous les jours. Une bonne question. J'ai cherché à me sédentariser. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de l'expérience avec les animaux, je parle de l'expérience du voyage. C'est-à-dire que j'ai aussi arrêté parce qu'au bout d'un temps, j'étais presque un peu devenu du vent, de tellement se déplacer. Pendant les premières années, ça allait très bien, j'étais très à l'aise de passer d'un pays à l'autre et de suite savoir, je prends la rue à droite, à gauche, je suis là pour 24 heures, je ne connais pas, et de me nourrir de plein de petites impressions. Et au bout d'un temps, ça ne marchait plus. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, c'est que je prenais de plus en plus d'affaires avec moi. Mes valises étaient de plus en plus lourdes, de partir 24 heures. Et j'ai pris 5 livres, donc je me suis dit, là, il est peut-être temps d'arrêter. Et puis j'ai vu un collègue qui était parti avec son petit sac à dos, avec 2 chaussettes et un slip, et on était au Sri Lanka pour 2 jours. Et j'ai dit non, bon. Et donc j'ai cherché à me sédentariser, je suis aussi devenu papa. Voilà, et je crois quand même que pour retourner aux animaux, le fait d'avoir beaucoup travaillé avec les animaux, c'est aussi utile pour devenir père. Voilà, qu'est-ce qu'un bébé, il ne parle pas beaucoup, hein, au dépend de cas, pas avec... parle de façon différente, voilà, et que c'est aussi un mammifère, un animal, et qu'il y a plein de choses en commun. Mais vous avez encore des chevaux autour de vous? Oui, je travaille encore ponctuellement avec des compagnies de spectacles, et j'ai jamais eu de cheval à moi, et j'aspire un jour à avoir un cheval à moi. Depuis toujours, je me suis toujours occupé des chevaux des autres, mais en les considérant comme miens, pas en me les appropriant, mais de fait, vu que je m'en occupais tous les jours, comme c'est les paysans au Brésil qui disent la terre appartient à ceux qui la cultivent. Je pense que le cheval appartient à ceux qui le brossent. Et c'est vrai. Hein. Et donc là, je crois que j'aspire un jour à avoir un cheval à moi, mais il faut que les conditions soient réunies. Voilà. Sinon, qu'est-ce que ça m'a fait vivre? D'en parler. Voilà. Aussi. Mais c'était quoi votre voyage le plus long? En avion ou en bateau ou en camion? En avion. En avion. Alors, là où je suis resté le plus longtemps dans un avion, c'est pour aller en Colombie. Là où j'ai raconté, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Et ça, pour parler de... En fait, la Colombie, en avion, exporte de la marchandise et n'en importe pas trop. Donc, les avions partent d'Europe avec, je crois que c'est des pièces automobiles à livrer au Brésil. Et on va dans différentes villes au Brésil, on vide l'avion petit à petit. Et les pilotes, eux, ils n'ont pas le droit d'être dans l'avion plus de 8 heures, donc ça change de pilote. Mais nous, on peut nous laisser là-haut, on a les jambes qui gonflent et tout, on est tout desséché. Et la Colombie exporte des fleurs. La première fois, ça m'a beaucoup marqué. La première fois, un des premiers vols que j'avais fait, j'avais été chargé des chevaux au Chili. Et 3 chevaux, et donc il y avait juste cette boîte, l'avion était vide. Parce qu'il avait déchargé au Chili, il n'y avait rien à recharger au Chili. On a été en Équateur, on a chargé 70 tonnes de fleurs coupées, de roses. Et donc les fleurs que vous achetez, la Saint-Valentin, la fête des mères, etc., viennent souvent du Kenya, de Colombie ou d'Équateur. On peut s'interroger, on peut se poser beaucoup de questions. Hein. Certes, ce ne sont pas des fusils, mais quand même. Donc ça pour dire voilà, que la Colombie, exportant des fleurs, pour aller en Colombie, on avait mis 33 heures. Et une autre fois, j'ai été livré des chevaux à Madagascar, et il n'y avait pas d'avion dans les jours suivants avec de la place pour me ramener. Donc je suis resté dans l'avion et j'ai fait la rotation complète, qui était Paris-Djibouti, Djibouti-La Réunion, La Réunion-Madagascar, Madagascar-Nairobi, Nairobi-Paris. C'est-à-dire que de Paris à Paris, c'est une expérience intéressante, mais il faut qu'on la fait, c'est pas très intéressant. Parce que j'ai aussi arrêté ce métier-là parce qu'avec le Covid, les convoyeurs ne peuvent plus descendre dans les pays. Donc c'est quand même, moi j'aime voyager. J'ai principalement aussi fait ce métier parce que j'aime voyager. Et donc si on fait que de l'avion, des aéroports, ça enlève 90% de l'intérêt de ce voyage. D'ailleurs, je vais vous lire un petit texte sur comment décrit-on un pays dans lequel on vient d'arriver. On a les yeux pleins de chez soi, de son chez soi. On a les yeux pleins de chez soi, de mots d'ailleurs, de poncifs. J'étais arrivé dans un pays où j'étais parti avec mon vélo pour découvrir quelques jours à vélo.
On bute à chaque tour de roue sur ses propres œillères. Elles sont à chaque mètre sur le bitume et les façades, sur les trottoirs et dans les prés. Une suite d'ornières et de nids de poules, de traces d'autres mondes qui viennent brouiller la vue et les mots, faire écran. On est lourd de ses bagages, de ses sacoches, on trébuche ou on se perd. Le mieux est parfois alors de se taire, de laisser couler les mots sans les noter, de ne rien garder, de se cantonner aux déplacements et aux muscles, à la rotation de ses jambes au vent, de ne se fier qu'au corps, qu'à l'effort. Les mots viennent par pelletés, mais ils y sont inutiles. On dit parfois des jeunes chevaux qu'il faut qu'ils jettent leur feu avant de pouvoir travailler. Ce trop-plein d'énergie, enthousiasme et excitation mêlés, ce trop-plein d'idées, les muscles qui veulent aller toucher leurs limites dès le premier effort et qui s'asphyxient immédiatement. On est feu de paille. On voudrait jouer à sentir sa force, mais on l'éteint dans le même geste. Ne rien noter, attendre que les muscles soient chauds, se débarrasser de ces mots plutôt que de les chercher, avancer. Aujourd'hui, donc ce jour-là, j'ai pédalé 70 km sur une ligne presque droite. Je n'ai pas écrit un mot avant la nuit. Cela m'a fait le plus grand bien. Donc là, sinon, sur les voyages longs en bateau, donc c'est le plus long que j'ai fait, c'est 13 jours. Et après, en camion, ça m'arrivait de livrer des chevaux au Portugal. Donc on y va en faisant plusieurs étapes. On déboxe pour la nuit dans des écuries où on descend les chevaux, on les remonte le lendemain sur plusieurs jours. C'est tout de même très étrange de déplacer des chevaux dans l'air, et je me demandais comment vous trouviez ça étrange. Étrange. Bah, ça dépend. En fait, il y a des chevaux qui prennent l'avion depuis très longtemps. Je sais pas, j'ai pas réussi à vérifier si c'était vraiment avéré, mais comment il s'appelle ce cow-boy qui faisait des spectacles, le Wild West Show, Buffalo Bill. Je crois que Buffalo Bill a été le premier à faire voyager un cheval en avion, mais c'est peut-être une légende, parce que je ne sais pas si ça colle au niveau des dates. Mais tout ça pour dire qu'il y a depuis très longtemps des chevaux qui voyagent en avion et auparavant par la mer. Par exemple, si on reste là aux États-Unis, si vous regardez les westerns, les chevaux qui tirent les diligences dans les westerns sont tous des percherons. Au départ, donc du Perche en France, en Normandie. Et dans les années 1880-90, c'était à peu près 3000 chevaux du Perche qui partaient aux États-Unis par an, par bateau. Et ensuite, ces chevaux ont été élevés sur place. Et ensuite, pour l'anecdote sur les chevaux, c'est-à-dire qu'en France, petit à petit, quand la mécanisation est arrivée, on a réorienté l'élevage de la race percheron vers la production de viande pour la boucherie. Et donc, on sélectionnait les modèles vers des modèles plus lourds, plus massifs. Quelques années plus tard, la consommation de viande chevaline s'est écroulée à son tour. Et donc, les haras nationaux qui existaient encore à l'époque ont décidé d'essayer d'orienter les races de chevaux de trait pour les conserver vers les usages de loisirs, et notamment vers l'attelage, la voltige équestre, etc. Mais on n'avait que des chevaux comme ça. Et donc, ils ont réimporté des États-Unis, ils ont importé des États-Unis 5 étalons qui avaient conservé le modèle des 1890. Et ceux qu'on voit dans ce qu'on appelle aujourd'hui les percherons diligenciers, qui sont des chevaux qui ont beaucoup plus d'allure, plus droit, et ont plus d'influx ou de sang. Donc là, il y a une très longue histoire du transport de chevaux d'animaux, de façon générale. Et c'est étrange. Je veux dire, la question qu'on peut se poser, c'est le cheval, ou quel que soit l'animal qu'on transporte, mais de la même façon qu'un chat d'appartement, il n'y a pas demandé à être là, ni à être transporté, ni à vivre là. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a à le faire ou pas? Je me la pose, je n'ai pas de réponse. J'aime le contact avec les animaux et le fait de travailler avec eux. Et je pense simplement qu'après, c'est de notre responsabilité, vu qu'on a décidé ça, d'en prendre soin le mieux possible, de le faire en sorte que dans un transport en avion, par exemple, dès que les chevaux sont un peu tranquilles, les détacher, mettre le foin par terre. C'est-à-dire que si vous faites transporter un cheval qui reste le nez en l'air, comme ça, dans la nature, un cheval, il broude par terre. Donc il étire son dos, il marche, il expectore, ses sinus se vident. Si vous le laissez attacher pendant 12 heures, le nez en l'air, il sort, il est tout raide. Et puis le lendemain, il va tousser, pas parce qu'il a attrapé froid, mais simplement parce que les sinus sont pleins de petites poussières. Donc il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible, selon leurs besoins à eux de l'espèce cheval. Si on transporte des taureaux, c'est l'espèce taureau, c'est autre chose, c'est pas les mêmes besoins. Après, on peut poser aussi la question politique, économique. Quels sont ces chevaux? Qui appartiennent-ils? Pourquoi voyagent-ils? Etc. Tout ça. Voilà, ça c'est une question. C'est pas celle sur laquelle moi j'ai choisi d'écrire. Moi, ce qui m'a intéressé au départ, je me suis dit, cette idée des chevaux dans le ciel, il y a quelque chose qui me plaît, que j'ai envie d'aller fouiller. J'ai envie d'aller m'observer là-bas, à cet endroit-là, avec eux, et de voir ce qui pourrait se jouer pour moi, ce que je pourrais en tirer. Voilà.
turbulences. Cher monsieur, les turbulences sont assez rares. Et en tout cas, beaucoup moins rares que sur la route, parce qu'à dos d'âne, un feu rouge, un rond-point. Et donc un cheval voyage beaucoup mieux, quelque part en avion, que par la route. La seule chose étant quand même en source de stress, c'est le moment du chargement. Le moment du... Généralement, on charge ces chevaux dans ces boîtes, et ensuite elles vont à l'avion posées sur ces petits chariots, comme les chariots à bagages, qui n'ont pas d'amortisseur. Et souvent, les tarmacs sont faits de carrés de béton avec une petite rainure entre chaque, donc ça fait comme ça. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Donc ça, c'est un moment où je vais dans les boîtes avec eux. Voilà, puis les turbulences, il n'y en a quasiment pas. Puis moi, j'ai même fait des atterrissages, décollages debout avec eux dans la soute. En fait, ça va. Et c'est pas des bipèdes, c'est des quadrupèdes, c'est plus stable. Ils peuvent s'appuyer sur les parois qui sont molletonnées. Ça va, en fait. La seule chose, après, c'est mieux de les placer à l'avant de l'avion qu'à l'arrière, parce que la turbulence, c'est toujours l'arrière de l'avion qui bouge plus que l'avant. Mais après, suivant certains modèles d'avion, le fuselage est plus réduit à l'avant, donc on est obligé de les mettre à l'arrière, ou la porte est à l'arrière, on les charge toujours en dernier, pour pas qu'ils passent le moins de temps possible dans l'avion. Ou alors, il y a l'histoire de température, parce qu'on va voir le pilote, on lui dit « mettez-moi 15 degrés pour les chevaux ». Mais mettons, dans ce même vol, il va y avoir des fleurs, ça se transporte à 4 degrés, ou des serveurs informatiques qui se transportent à 25 degrés. Donc il y a un plan de chargement qui est fait pour que vous n'ayez pas un serveur informatique à côté des roses, à côté des chevaux, etc. Donc et puis l'histoire de poids aussi, il ne faut pas que ça penche. Mais en tout cas, c'est plutôt ce qui est gênant, c'est plutôt l'enchaînement transport routier jusqu'à l'aéroport, temps de chargement dans les aéroports, temps de vol, temps de déchargement, transport routier jusqu'à l'écurie, qui fait des transports très longs. Donc, quand je travaillais avec la compagnie spectacle, on partait en avion de l'autre côté du monde, on se rajoutait au moins 3 jours de récupération avant de commencer les répétitions. Un moment de tranquille, marcher un peu les chevaux, laisser récupérer. Voilà, après, on peut vérifier comment ils ont voyagé en prenant la température. Mais comme nous, il y a ce qu'on appelle des petites fièvres de transport qui sont l'ordre de quelques, pas de degrés, de dixièmes de degrés. Et mieux ils ont voyagé, moins il y a de fièvre de transport. Et ça, en aménageant des petites choses, ils ont bien bu, on a quasiment sur une absence de fièvre de transport. Ce que je trouve étrange, c'est que quand ils volent, mais ils ne voient pas les nuages, en fait. Ils sont dans la soute et ils ne savent pas vraiment qu'ils volent. Non. Et je crois quelque part qu'il ne faut pas leur dire. Parce que, c'est rigolant, mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous inquiète en tant que passager d'avion? Je mets tu mets de côté toutes les questions environnementales, est-ce que le transport aérien, pollution carbone, etc. J'ai un bilan carbone, je pense que sur plusieurs générations, il est consommé, mon bilan carbone. Mais si je mets de côté ces questions-là, ce qui nous inquiète, c'est la possibilité du crash, c'est le vide sous nous. Et donc eux n'ont pas conscience de ça, donc quelque part, que ce soit les turbulences, la turbulence est associée à la possibilité d'une chute un peu abrupte, donc ils ne sont pas au courant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais quelque part, ils savent très peu. Ça pose plein de questions. Justement, vous parlez tout à l'heure du pourquoi, en fait, des chevaux voyagent. Quel est votre bilan? Pourquoi les chevaux voyagent? C'est des chevaux plutôt, évidemment, j'imagine, d'une certaine valeur, sinon on ne paye pas des... Le billet d'avion est un peu cher. Oui. Voilà. Mais quel est Ça ne veut pas dire que le convoyeur est bien payé, par ailleurs. Pardon, excusez-moi. Oui, pourquoi ils voyagent? Alors, les chevaux que vous avez accompagnés. Vous avez des chevaux de course, beaucoup. Des chevaux d'élevage, notamment sur les... là, on est vraiment sur des chevaux qui ont des très grandes valeurs. Sur les chevaux de course, l'insémination artificielle, tout est plein de paradoxes, est interdite. C'est que la monte naturelle. Et vu qu'il y a des chevaux qui vont aller à la saillie de l'autre côté du monde. Vous avez aussi les étalons, ce qu'on appelle double hémisphère. J'adore ce terme. C'est-à-dire qu'ils vont faire... la option de reproduction, c'est au printemps, qui vont faire un printemps en Europe et un printemps en Nouvelle-Zélande. Ce qui, par ailleurs, en termes de... Si on parle de bien-être, ce n'est pas quelque chose de conseillé pour les chevaux. C'est pas ils n'ont pas à saillir 300 juments par an, quoi. Donc il y a ça, il y a des chevaux de spectacle, des chevaux de concours, on va dire de tout. Sur un bateau, il y avait une mule qui partait pour le parc régional de la Martinique. Et puis en plus, le convoyeur, quelque part, il ne le sait pas.
C'est-à-dire que, vraiment, quand je dis, on reçoit un SMS, est-ce que tu es disponible pour aller à Shanghai? OK, 16 chevaux. J'arrive sur place, on me dit, voilà, 5 mâles, un hongre, 10 femelles. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas à qui ils appartiennent, je ne sais pas où ils iront. Donc c'est un métier étrange. Bonjour. Je me posais la question, comme vous disiez que... Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu plus fort? Je vous entends à peine, pardon. Pardon. Voilà, c'est mieux comme ça? Voilà. Merci. Ouais. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas les chevaux, que vous alliez convoyer. Mais là, en parlant du type de chevaux qui voyagent, j'ai quand même l'impression que ce sont des chevaux qui ont, peut-être pas automatiquement, mais probablement souvent quand même leur propre soigneur à la maison. Ce soigneur-là ne vient pas avec? Pour, je pense, la grande majorité de ces voyages sont des chevaux vendus. Donc, ce sont des chevaux de commerce. Les chevaux ont été vendus et ils partent de leur acheteur à leur vendeur. D'où le fait que les soigneurs ne les accompagnent pas. Sur les chevaux de course, ça arrive que le soigneur habituel voyage avec le cheval. Après, la question aussi, c'est que certaines compagnies aériennes acceptent à bord, dans ces avions de marchandises où il n'y a pas d'hôtesse de steward qui sont en charge de la sécurité des passagers, que des gens qui ont suivi des formations courtes, qu'on nous fait suivre en tant que convoyeur, à bord. C'est-à-dire que le soigneur habituel ne peut pas venir parce qu'il n'est pas agréé par la compagnie Air France, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ce métier-là qui vient. Sachant que la formation courte, souvent, vous fait regarder une vidéo pendant une demi-heure et vous répondez à un QCM, mais ça vous donne une sorte de diplôme. Pour l'anecdote, je crois que la meilleure briefing de sécurité que j'ai entendu, c'est un pilote chilien qui m'a dit en anglais « If we crash, we crash ». Je crois que c'est vrai, quoi. Si on s'écrase, on s'écrase. Mais donc voilà, tout ça pour dire, généralement, ce sont des chevaux de commerce, donc que leur soigneur, quelque part, n'est plus avec eux habituellement. Voilà. Mais après, je pense dans la dernière chose un peu plus sérieuse, plus le rapport aux animaux, le fait quelque part que le convoyeur ait fait énormément de transport, quelque part, pour moi, cet endroit est familier. Et donc, je dégage l'énergie tranquille. Moi, je sais que ça va bien se passer. Les premiers vols que j'ai faits, j'étais impressionné, j'étais inquiet. Je ne crois pas que j'étais un très bon convoyeur. On part avec une petite trousse de vétérinaire. Notamment, il y a un tranquillisant, s'il y a vraiment un cheval qui se met en danger, qu'il faut tranquilliser. Ça m'est arrivé quelques fois d'en tranquilliser au début. Après les dernières années, je n'en ai jamais tranquillisé. Parce que quelque part, la question se pose, même sur une situation qui est à la limite, est-ce qu'on tranquillise le cheval pour se tranquilliser soi-même, en fait? Et que rares sont les cas où vraiment il faut le faire. La plupart du temps, si vraiment le matériel est adapté, c'est-à-dire que ce n'est pas une vieille boîte, ça arrive, qu'il faut sangler 4 fois parce qu'elle est toute cassée. Moi, je sais que il fait 600 kg, ça va aller, il va redescendre. Et donc là, le fait d'en avoir fait beaucoup, quelque part, par rapport à ce soigneur habituel, je pense que c'est pas mal qu'il y ait des gens qui... L'avion, moi, j'ai l'habitude. Je sais que ça va bien se passer. Je sais qu'il va me suivre, qu'il va monter. On a très rarement des chevaux qui ne montent pas, où ça prend plus de 3 minutes. Alors que dans le quotidien, vous avez plein de chevaux qui ne veulent pas monter dans les ventes. Quand j'ai fait un peu de transport routier, je vais essayer de dire ça sans aucune condescendance, mais quand vous arrivez chez des gens qui disent « Ah là là, mon cheval, je vais le monter moi-même, il me connaît ». Il prend le cheval, après la personne prend le cheval, il arrive dans le camion, qui est un grand camion. Oh, il est grand, mais le cheval, oh, et il ne monte pas. Tandis que si le convoyeur, le camion, je suis dedans depuis un moment, il me suit, parce que je dégage quelque chose de l'ordre de la confiance. Et donc là, je pense que c'est quand même... Entre le soigneur habituel et le convoyeur, je ne suis pas sûr que ce soit le soigneur habituel qui soit la personne la plus indiquée toujours, à moins que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de voyager par ailleurs. Bonjour. Merci de votre conférence et votre tolérance envers le petit ici. Passe pas tolérance, avec plaisir. Vous venez d'en parler un peu. On avait 2 questions. D'abord, la première, vous avez répondu pourquoi vous voyagez. C'est quoi, voilà, c'est quelle destination pour les chevaux, vous avez dit. Deuxième, c'est parce que pour une fille qui veut devenir aussi monitrice de chevaux, quel geste vous utilisez pour dégager cette tranquillité et pour faire suivre les chevaux, pour qu'ils sont moins stressés. Donc plutôt dans les gestes spécifiques non verbaux que vous utilisez. Vous venez d'en parler un petit peu, mais
ça nous intéresserait pour apprendre aussi un peu de vous. Vous avez parlé de mettre la main, par exemple, sur le front. Mais moi, je crois plus que des techniques. Je pense que de beaucoup regarder les chevaux, il n'y a pas meilleure école. De voir comment ils se comportent entre eux, de regarder des gens se comporter avec des chevaux. Ça, c'est juste, ça, c'est pas juste. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Après, c'est aussi de s'observer soi. Aujourd'hui, j'étais un peu tendu. Quelles conséquences ça a eu de reprendre tout ce qui sort de nous, en fait, qui vient parasiter, entre guillemets, ce qu'on souhaite que l'animal fasse ou ne fasse pas. Plus on est, je crois, tranquille en soi, plus ça se passe bien. Après, oui, il y a des gestes qui peuvent s'apprendre petit à petit, mais je crois vraiment le plus, faut les regarder, hein, c'est tout. C'est pas... C'est intuitif. Après, il y a certes du savoir-faire, mais pour l'acquérir, je pense qu'il faut les regarder, même les regarder entre eux, quoi. Comment ça se passe, etc. Voilà, le reste, après, c'est facile à apprendre, je dirais, les gestes. En plus, c'est quel plaisir d'aller regarder les chevaux dans les prés. Moi, j'adore. Ou les vaches, ou quel que soit l'animal. C'est ce que... J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà embarqué avec des chevaux pour aller aux Jeux Olympiques? Non. Non. Oui, merci pour la conférence. J'aurais aimé savoir, à part les chevaux, les taureaux et les moutons, si vous aviez convoyé d'autres types d'animaux. Est-ce qu'il y a des différences entre chaque espèce par rapport au transport, ou est-ce qu'on retrouve des constantes? Non, je n'ai pas transporté d'autres animaux et pour le coup, je ne le ferai pas parce que je ne connais rien aux requins, aux singes ou autre chose. Et voilà, quelque part, chacun a son métier. Donc, Lors de vos voyages en bateau de 13 jours, est-ce que vous sortiez les chevaux des box pour les faire marcher, ou ils restaient toujours dans le box? En fait, sur le bateau, c'est un porte-compte. En fait, en voyage par mer, vous avez deux types de voyages. Vous avez ce qu'on peut appeler du transport industriel d'animaux que je n'ai pas fait, que je ne souhaite pas faire. C'est ce qu'on appelle les bateaux bétaillers, où il n'y a que des animaux dessus. Et ce sont des très vieux bateaux. Si qui s'intéresse à la marine marchande, vous avez une organisation qui est passionnante, qui s'appelle Robin des Bois, qui suit les vieux bateaux. Et souvent, les bateaux en fin de carrière sont transformés en bateaux bétaillers. Donc, ce ne sont vraiment pas des conditions de voyage. Vraiment, il y a de la maltraitance. On est sur les plus gros bateaux bétaillers entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et par exemple, les pays du Golfe, c'est 70 000 moutons. Oui. 15 000 vaches, choses comme ça. Donc, ou alors dans la Méditerranée, ça va être 6 000 moutons. Vous avez des grands ports d'embarquement à Sète, à Marseille, etc. Et après, d'un autre côté, moi, les deux traversées que j'ai faites, c'est du transport entre guillemets plus artisanal. Moi, j'avais 12 chevaux. La première fois, deuxième fois, j'avais 8 chevaux, 8 taureaux et 15 moutons. Et donc, c'est des porte-conteneurs. Et il y a des conteneurs qui sont aménagés pour devenir une écurie, une étable, une bergerie. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts sur un côté avec des fenêtres. Et donc, ils sont placés au centre du bateau en pontée. C'est-à-dire que si ça bouge, quelque part, c'est l'endroit où ça bouge le moins. Et il y a une pile de conteneurs qui est supprimée. Et donc, ils sont au rez-de-chaussée, si vous voulez, du bateau, pas dans la cale, au rez-de-chaussée, de chaque côté de cette pile supprimée qui fait une sorte de cour de ferme, si vous voulez. Donc, ils peuvent mettre une tête dehors à cet endroit-là. Par contre, on ne peut pas les sortir. Parce que dehors, c'est de la ferraille, des trous, c'est le large, c'est pas du tout adapté. Et donc, après, en tant que soigneur, il faut adapter plein de choses à cette immobilité. Mais quelque part, de la même façon qu'un cheval qui a une tendinite qui va rester au box pendant un certain temps, ou qu'il y a une fêlure au postérieur, quelque chose comme ça. Donc on adapte l'alimentation. Il y a des choses qu'on peut faire pour activer la circulation sanguine. Il faut faire attention
à l'état des pieds, qu'il y ait le pourrissement, mettre du goudron de Norvège. Bon, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Et ça se passe bien. Voilà. J'ai encore une autre question. Quel était le fret le plus surprenant avec lequel vous avez voyagé en avion? Pardon, le fret, les choses les plus surprenantes que vous avez eues à côté de vous dans un avion lorsque vous convoyez des chevaux? Je vais y répondre. Mais, c'est un peu ce que je dis au début, quelque part. Je suis pas un peu gêné, mais pas par la question, mais par quelque part de chercher à voir l'exceptionnel dans quelque chose qui en fait est extrêmement quotidien. Et en fait, il y a un très beau texte de Perret qui s'appelle L'Infraordinaire, où il dit les trains se mettent à exister que quand ils déraillent, ou je crois quelque chose comme ça. C'est vraiment un très beau texte. Et je pense, il dit ce qui est scandaleux, c'est pas le coup de grisou, c'est la mine. Et on ne parle de la mine que quand il y a le coup de grisou. Et je pense que c'est un petit peu la même chose. Moi, ce que j'ai trouvé quelque part le plus surprenant, c'était les tasses à café. Mais oui, parce que qu'est-ce que foutaient, entre guillemets, des tasses à café dans un avion? Je veux dire, quelle urgence y avait-il à transporter des tasses à café? Et donc après, oui, il y a quantité de choses différentes. La plupart, on a des cartons, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, après, il y a des fruits, des légumes, plein de choses. Mais je crois aussi ce que j'ai... Voilà, c'est un exercice qui est un peu délicat pour moi aussi aujourd'hui. Merci. C'est-à-dire, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire qu'est-ce qui se passe vraiment, donc qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se passe tous les jours, et d'aller voir l'exceptionnel, quelque part, ça nous écarte complètement de ce qu'il y a, à la fois de ce qu'il y a comme matière poétique, littéraire, de ce qu'il y a comme fait social, économique, etc. Mais je crois donc les tasses à café, pour répondre à votre question. Est-ce qu'entre les taureaux, les chevaux et les moutons, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à accompagner que d'autres? Entre les espèces ou dans les chevaux parmi eux ou dans les moutons parmi eux? Entre les espèces. Moi, je connais les chevaux. Donc avant, je ne m'ai jamais trop occupé de chevaux et de moutons. Mais ce que je raconte, en fait, j'avais un peu rêvé quand qu'on me propose d'autres animaux. Et c'est arrivé une semaine avant, on m'a dit que ce serait d'accord d'avoir d'autres animaux, des taureaux et des moutons. Quelque part, ça ne me faisait pas trop peur parce qu'on est quand même dans le même monde du bétail. Et moi, c'est un mot que je trouve très beau, les bêtes, le bétail, ce sont des mammifères. Et donc, quelque part, ce n'était pas trop étranger pour moi. Après, j'ai une cousine qui était bergère, je l'ai appelée, elle me racontait plein de choses. J'ai une amie qui a beaucoup travaillé avec des bovins. J'ai un peu de famille en Normandie qui est éleveur laitier. J'étais à la bibliothèque. En tout cas, les chevaux, c'était facile parce que je les connais vraiment. Moi, c'était les taureaux. J'avais plus de mal à détecter ce qui était de l'ordre de... Parce que je les ai moins fréquentés dans ma vie, de l'habituel et de l'inhabituel. Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Pour moi, la limite était plus difficile à saisir. Mais simplement parce que, quelque part, ça n'était pas mon métier de vacher au départ. Donc je pense que ce n'est pas forcément l'espèce qui est difficile à accompagner, c'est sa connaissance ou sa méconnaissance de l'espèce. Bien, bon, on va peut-être terminer là sur la question d'une enfant. Merci Francis. Et puis, ben voilà, mais si vous voulez continuer à lui poser des questions, vous pourrez le faire dans le foyer là-haut.